Bonjour et bienvenue dans cette émission du 22 août 2023 de cette Web TV sur laquelle je vous présente de jour en jour une information franche et directe, sans concession ni tabou, accessible, honnête et sourcée, en vous rappelant que je suis totalement indépendant et donc libre de mes propos. Aujourd'hui, nous allons aborder dans une première émission la question du complexe industriel, médiatico-politique, organisant la censure et la propagande, avec comme finalité que l'opinion publique, la population ne soit pas informée de ce qu'il faut savoir sur la situation en cours et en ce qui nous intéresse ici, la crise Covid. Alors, rappelons-nous d'un certain nombre de faits. Premièrement, que des informations véridiques ne peuvent pas être dites aujourd'hui sans que celui qui s'y risque n'en subisse des conséquences. La censure, le blocage, l'ostratisation, des attaques, ceci pour des informations vraies. Donc si vous dites que Christophe Colomb a découvert l'Amérique, bon, ce qui n'est pas tout à fait sûr, les Vikings y sont allés plus tôt, mais enfin, voilà, vous pouvez vous retrouver censuré férocement par toute la bien-pensance et une industrie de la censure, alors que vous ne faites que dire quelque chose qui est tout à fait authentique. Ensuite, on a observé qu'un narratif fallacieux est préservé envers et contre tout de manière monopolistique. On voit maintenant se profiler la menace de réimposition de mesures qu'on nous a imposées et dont on sait qu'elles ne servent à rien et qu'elles sont dommageables, comme le port d'une certaine guenille faciale. Eh bien, 3 ans après le début de cette pantalonnade, le ministre français de la Santé dit qu'il faudrait quand même avoir le réflexe de revenir à cette superstition stupide et inutile. Vous voyez, rien ne bouge. On savait avant la crise que le port du masque en population générale n'est d'aucune utilité. Les études l'ont confirmé depuis, la revue Cochrane l'a montré. On a même retrouvé des revues de la littérature qui montrent qu'en salle d'opération, ça ne protège pas contre les bactéries et les virus. Rien n'y fait. C'est stable, c'est intangible, c'est monolithique. Et donc, avec des attaques extraordinairement féroces contre tous ceux qui osent s'opposer à certains mensonges qu'on n'a pas le droit de contester et rappeler la réalité de certaines choses. Alors évidemment que rien de tout cela ne sort de nulle part, et d'autant moins que ça se préserve dans la durée, que dans un premier moment d'égarement, il y ait des réflexes qui soient faux, qui se développent, ma foi, pourquoi pas, mais on voit bien qu'il y a quelque chose de forcené, d'organisé, de délibéré, d'intentionnel derrière tout ce que j'évoque, et donc nous allons nous poser la question, qu'en est-il réellement ? Alors ce que des enquêteurs ont mis en lumière, c'est qu'il y a bien sûr un complexe industriel de la censure. C'est-à-dire qu'il y a des sommes phénoménales qui sont dépensées par un certain nombre d'acteurs, nous verrons lesquels, pour veiller à ce que l'industrie de la censure soit opérante dans le sens que nous venons de rappeler. Et donc, il y a un effort massif à l'échelle de l'Occident tout entier, où l'on retrouve au moins 50 organisations avec des budgets colossaux qui travaillent à installer cet état de fait. Alors vous savez qu'une objection stupide, facile et fausse qu'on nous fait souvent est d'être complotiste. Mais quand quelque chose est aussi organisé que ça, c'est bien qu'il y a des gens qui complotent pour se dire comment est-ce qu'on peut veiller à faire en sorte que des informations véridiques soient bloquées et que des informations fausses soient martelées avec la complicité de toutes sortes de groupes que nous allons passer en revue maintenant. Alors effectivement, le complexe industriel de la censure, c'est une industrie qui emploie des millions de personnes en étant réparties sur un certain nombre de pôles, de secteurs d'activité que nous allons passer en revue au cours de cette émission et de la suivante. Il y a d'abord bien sûr toutes les organisations gouvernementales. Il ne vous a pas échappé que tous nos gouvernements, les gouvernements de nos pays actuellement sont à pied d'œuvre, non pas pour servir les intérêts des populations, de leur population, mais ceux d'influence que nous allons continuer à débusquer au cours des 2 semaines qui viennent.
Et donc il y a à la fois les agences de sécurité comme le FBI et la CIA, les départements de la défense, les renseignements généraux en France, enfin voilà, tout un ensemble de corps de métiers militaires et de sécurité de l'État qui sont impliqués dans cet effort d'une manière qui va beaucoup plus loin que ce que la plupart des gens sont capables d'imaginer. Et je rappelle que tout ce que j'avance ici est documenté et sourcé, donc tout est vérifiable par vous-même. Il y a un certain nombre d'entités lucratives, et notamment des cabinets de conseil en réputation médiatique et numérique. J'ai ainsi moi-même découvert à un moment donné, je rappelle juste que j'étais un expert fort estimé sur mon petit territoire roman, invité dans les universités, dans des congrès internationaux, qui publiait énormément dans la littérature, la presse professionnelle en santé publique. Et tout d'un coup, j'ai vu des campagnes de dénigrement tout à fait répugnantes être mises en œuvre à mon endroit. Et j'ai été informé par une personne avertie du fait qu'une boîte de ce qu'on appelle des relations publiques noires. Vous savez, les relations publiques, normalement, c'est pour améliorer ou mettre en valeur la réputation de quelqu'un. Eh bien, vous avez des boîtes de dark PR, comme on les appelle. C'est des gens qui font l'inverse. Ils trouvent toutes les ficelles. S'il y a des casseroles ou des éléments problématiques dans la vie ou la personnalité de quelqu'un, ils les mettent en lumière. S'il n'y a rien, ils en inventent. Et donc, il y a une boîte de Saint-Pré, je les salue s'ils m'écoutent, qui a été mandatée pour casser du sucre sur le dos de votre serviteur, mais qui a très vite, Dieu merci, appris à s'en foutre et à se dire à l'inverse que c'était plutôt une décoration par les temps qui courent. Dans le chapitre lucratif, il y a évidemment la galaxie des médias, qui, vous le savez, a la particularité d'être à la fois extrêmement diversifiée, mais aussi très concentrée. C'est-à-dire que pour la France, par exemple, il y a 9 milliardaires qui possèdent 80% des médias, qui sont Bernard Arnault, l'homme le plus riche de France et peut-être du monde, avec les Échos, le Parisien et différentes revues spécialisées. Patrick Drahi, qui a construit un empire sur une montagne de dettes, qui est de notoriété publique au service du Mossad, donc les services secrets israéliens, et qui possède quelques-uns des médias les plus toxiques dans le paysage médiatique, comme BFM TV, L'Express, Libération, qui vraiment font du journalisme ordurier au possible. Xavier Niel, qui a été condamné dans des affaires liées au proxénétisme et qui possède Le Monde, l'Obs, voilà un ensemble de titres. La famille Dassault avec Le Figaro, François Pinault avec Le Point, la famille Bouygues avec TF1, Arnaud Lagardère, Paris Match Europe 1 et Vincent Bolloré, groupe Canal+, C8, donc Hanouna, et puis qui vient de nommer une nouvelle personnalité à la tête du journal du dimanche. Et donc cette concentration est très forte avec des oligarques qui, de surcroît, sont financés abondamment par l'État. Emmanuel Macron avait libéré dans un premier temps 666 millions d'euros à cette fin, ce qui évidemment n'est pas entièrement anodin. Les médias sont également financés par leurs recettes publicitaires provenant en grande partie de l'industrie pharmaceutique. Les journaux télévisés du soir aux États-Unis reçoivent 75% de leur budget publicitaire des pharma, au premier rang desquels Pfizer, et donc Pfizer peut choisir même le contenu des journaux et s'opposer évidemment à quelque chose qui les mettrait dans l'embarras. On a pu voir tout au long de ces 3 ans que les médias ont totalement perdu un rôle de neutralité et d'impartialité. Au contraire, ils se sont engagés de manière extrêmement partisane, militante et au mépris de toute la déontologie professionnelle dans le fait de promouvoir certaines visions du monde, et notamment en Suisse, la déplorable radio-télévision suisse qui vraiment est un naufrage ambulant, a notamment totalement joué la partie des autorités dans toutes les votations. Vous savez qu'il y a des référendums en Suisse, et donc voilà, c'est complètement défaussé de sa mission vis-à-vis du public, et évidemment qu'elle en payera les prix prochainement. On a également eu la révélation en Suisse
qu'un des principaux groupes de presse, Ringier, était en fait de mèche avec le ministre en charge de la Santé, qui filait des informations à l'avance pour qu'elles puissent sortir dans la presse, influencer l'opinion publique et peser sur ses collègues au sein du collège gouvernemental. C'est totalement putassier, c'est totalement manipulatoire. Eh bien, ça a fait un micro-scandale. Tout le monde semble s'être résigné à la corruption systémique qui prévaut et au fait que des ministres en exercice se comportent comme des malfrats, comme ça a été le cas. Et vous voyez, Le Temps, un autre journal extrêmement compromis de multiples manières avec l'industrie pharmaceutique et l'industrie de la guerre, a fait un commentaire. Oui, cette affaire révèle parfois l'absence de distance entre le pouvoir et la presse, même s'il ne faut pas généraliser. Si, il faut généraliser au carré parce que la réalité, elle est gravissime au carré. On a vu également des titres comme Le Monde prendre des positions absolument abjectes vis-à-vis d'autres titres indépendants de médias, notamment en ligne. Donc Le Monde, par exemple, a été condamné pour avoir dénigré François en le traitant de blog complotiste. Bon, Dieu sait si on a vu ça. Et puis avec vraiment cette forme d'indécence extrêmement décomplexée. Donc vous voyez que le malheureux Tristan Mendès France sur Radio France, lui, s'est permis de grandes saillies parlant de la pédocriminalité. Dieu sait si c'est un problème, Dieu sait si c'est un problème qui reste occulté, Dieu sait s'il y a une énorme difficulté à mettre en lumière simplement la réalité des affaires telles qu'elles existent dans les sphères de pouvoir. Eh bien, M. Mendès France, lui, va expliquer que ça occupe une place dans l'imaginaire complotiste, mais quand même pas dans la réalité. Le problème, dit Alexis Poulain, un vrai journaliste, relayé par Didier Maïsto, un vrai journaliste, il en reste quelques-uns. Le vrai problème, c'est pas les fake news, c'est les mensonges du gouvernement relayés sans honte par des médias de milliardaires subventionnés. Ce que beaucoup de gens du Sérail ont expliqué, donc Corinne Lalo, journaliste grand reporter, c'est qu'en fait, il existe aujourd'hui une entreprise qui est à disposition des médias, plutôt auxquels les médias doivent avoir recours, et qui dit quels sont les experts qu'il est possible de contacter et ceux qu'on n'a pas le droit de contacter parce que ça contrarierait le narratif collectif. J'en ai eu la preuve en Suisse romande où des insiders du groupe Ringier, en l'occurrence, m'ont informé que Christian Perronne et Didier Raoult et moi-même avions été blacklistés. C'est-à-dire que les journalistes n'avaient pas le droit de s'intéresser à ce que nous disions. Par contre, on a donné la parole en France à des gens aussi tordus et détestables que Laurent Alexandre, que Gilbert Deray, que Karine Lacombe. Vous voyez, ça, c'est des experts accrédités. Aujourd'hui, les médias sont obligés de se cantonner à des olibrius de cette nature. Il faut savoir aussi que la majeure partie de la couverture de l'actualité dans les médias occidentaux est assurée par 3 agences de presse, Reuters, Associété de presse et Agence France Presse, et donc tout est canalisé par ces groupes qui aujourd'hui, bien sûr, sont au service d'intérêts mafieux. Et on a vu par exemple à Genève le Courrier, qui est une petite feuille de chou très gauchiste, traîne savate, historique, canal chrétien social de gauche, dire non, mais nous, on cite l'agence France Presse parce que eux, vraiment, c'est du bon travail et donc nous nous cantonnons à ce que nous donne l'agence France Presse. Belle indépendance d'esprit et belle lucidité quant à la réalité du paysage médiatique. Aude Lancelin a expliqué comment, dans une grande rédaction, où elle occupait des fonctions importantes, un jour elle a écrit un papier sur Bernard-Henri Lévy, ce philosophe qui touche des subsides pour encourager aux opérations militaires et au fait d'envoyer des jeunes gens se faire tuer au front, comme cela a été révélé, parce qu'il avait cité un auteur inexistant qui était un canular connu de bien des personnes. Et donc elle a écrit un article là-dessus, et ça a tellement contrarié la rédaction et les cercles de pouvoir qui régentent la presse qu'elle a été mise dans un placard et qu'elle n'a plus jamais publié dans ce titre. Elle a dû quitter le journal et aller dans une autre rédaction pour pouvoir recommencer à publier. Alors les journalistes corrompus dont il s'agit, eux, ils osent invoquer la charte de Munich, qui est l'ensemble de règles déontologiques et éthiques qui est censé gérer la profession, le fait de donner la parole aux uns et aux autres, de ne pas avoir de parti pris, de vérifier les sources, bon, etc., en disant que c'est un totem de complotistes.
Évidemment, comme il viole en permanence la charte de Munich, des esprits critiques, à juste titre, se permettent de le souligner, et donc la rédaction crapuleuse de l'Express, elle, fait passer la charte de Munich comme étant un gimmick de complotiste. Avec toutefois une question extrêmement intéressante, et il est vrai que souvent les journalistes nous disent « mais n'allez pas imaginer des choses, il n'y a pas une instance centralisée qui nous donne des ordres, c'est pas vrai, ça se passe pas comme ça ». Alors, c'est à moitié vrai, c'est à moitié faux, pour les raisons que nous venons de voir. Mais ce que Alexandre Zinoviev, un grand dissident soviétique, qui s'était réfugié en Occident, mais qui a aussi porté un regard critique très lucide sur l'Occident, avait souligné, c'est que, et c'était en 99, il n'existe effectivement pas formellement un centre d'où seraient dirigés les médias, mais dans les faits, ceux-ci fonctionnent exactement comme s'ils recevaient leurs instructions d'une direction centrale telle que le comité central du Parti communiste d'Union soviétique. Alors le résultat de toutes ces compromissions et ce travail lamentable, pour parler français, de la presse, qui n'a pas abordé toutes les questions qui se posent et qui n'a jamais porté un regard honnête et construit, documenté sur la question des effets indésirables, de l'efficacité des injections géniques, de la pertinence des réponses sanitaires, toutes les questions qui se sont posées. Eh bien, les conséquences de ce travail lamentable, c'est évidemment une perte de confiance massive de la population vis-à-vis des médias. En France, elle n'est plus qu'à 29%, c'est déjà beaucoup étant donné la médiocrité du travail qui est réalisé, mais en plus, les journalistes trouvent le moyen de ne pas comprendre et de se lamenter. Donc la radio-télévision suisse, qui a été médiocre parmi les médiocres, voyez, c'est montrer compassionnel envers le sort d'autres rédactions en ayant pris connaissance de la suppression de plusieurs postes de travail au sein des rédactions de Tamedia, de Heidi News et de baisse de salaire au journal Le Courrier. Bon, s'ils faisaient un travail de qualité, peut-être qu'ils seraient moins dans la mouise, mais ce genre de perspective n'a pas l'air d'effleurer les concernés. Sachez encore que le groupe de presse Axel Springer, qui possède les titres Tamedia en Suisse romande, lui, supprime des postes rendus superflus par l'intelligence artificielle. ChatGPT travaille aussi bien que les journalistes actuels qui ne font plus leur travail, donc effectivement, pourquoi s'enquiquiner à continuer de leur verser des salaires ? Voilà la première partie du complexe industriel de la censure. Demain, nous verrons le reste des officines et des différents secteurs d'activité concernés.